Donc 6-14 ans, objectif molaire. Eh bien, je pense que c'est ça. Ouais, voilà. Alors tout d'abord, le contexte. Bon, j'ai pu faire un petit peu, enfin, avec ma personne, le lien entre l'hospitalo-universitaire et le libéral, le lien entre l'omnipratique et l'exercice odontologique pédiatrique exclusif. Ben là, je vais faire le lien en fait entre la denture temporaire et la denture permanente. Donc le contexte, c'est un petit peu le champ de bataille entre guillemets, avec une denture mixte et ensuite, à partir de 12 ans, donc la denture permanente. Je ne vous apprends rien, bien évidemment. Voilà, alors après les 4 doigts, les cyclés pour ma part. Donc, premièrement, diagnostiquer précocement. Je pense que j'ai assez insisté ce matin. Pourquoi? Parce que ça permet de mettre en place en fait, des thérapeutiques professionnelles préventives totalement adaptées aux patients et au regard du risque encouru. Renforcer les bases, donc hygiène bucco-dentaire et alimentation, les deux fers de lance. Donc, renforcer à ce niveau-là les bases est vraiment essentiel, étant donné qu'on est face à des âges qui sont critiques. Préserver les tissus. Une prise en charge minimalement invasive ou non invasive prioritairement. Anticiper les risques de traumatisme. Donc je pense que Michel va nous en parler tout à l'heure, mais c'est tout ce qui est protège-dents quand on a des sports à risque. Également faire attention avec les proies alvéoli maxillaires qui sont également à risque de traumatisme. Identifier les agénésies dentaires et les situations d'interception. Et enfin assurer un suivi individualisé donc du patient vis-à-vis du risque encouru et que vous allez définir, bien entendu. Donc, 2 points. Tout d'abord, la maladie carieuse. Donc, je vais aller très très vite. J'ai juste voulu faire un focus tout d'abord là-dessus. L'approche minimale en cardiologie. Donc, c'est vrai que c'est assez bien codifié. Je ne vais pas déflorer tout ce que va peut-être nous présenter Sophie Doméjean ici, mais puisqu'elle a beaucoup travaillé là-dessus. Mais voilà, il y a le diagnostic précoce, bien évidemment, l'évaluation, la reminéralisation, éviter l'extension de la maladie, les intervalles de suivi individualisés, on vient d'en parler, dentisterie minimalement invasive, et réparation plutôt que réfection. Là aussi, c'est un point qui est important. Donc, 2 points focus concernant la maladie carieuse. Tout d'abord, prévenir. Donc, c'est-à-dire que quand on a cette situation, c'est qu'on a raté quelque chose. On a véritablement raté quelque chose. C'est-à-dire qu'en général, c'est qu'on a vu le patient beaucoup trop tard. Donc, c'est là où on prend conscience de tout l'intérêt de l'examen bucco-dentaire de la femme enceinte, où là, on peut transmettre, en fait, un certain nombre de conseils vis-à-vis de l'enfant à naître. Et c'est extrêmement important pour avoir fait une étude sur plus de 600 patients avec une étudiante sur le sujet en maternité, sur les connaissances de la santé bucco-dentaire de l'enfant à venir, on se rend compte qu'il y a vraiment des lacunes. Et donc, c'est à nous, avec le BD femme enceinte, de venir apporter un certain nombre de notions à ce niveau-là. Deuxième point sur lequel je voulais insister après la prévention, c'est la préservation. C'est-à-dire que là aussi, si on en arrive à la situation que vous pouvez voir à l'image, c'est qu'on a raté quelque chose. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être pu intervenir avant, peut-être si on avait vu le patient plus tôt. Et là encore, aujourd'hui, on a un arsenal qui permet de répondre à cela avec une prise en charge qui est plutôt médicale que chirurgicale. Donc je voulais juste vous montrer... Voilà, ici, par exemple, alors, il y a de multiples prises en charge non invasives, mais par exemple, ici, on peut voir donc, un scellement thérapeutique. À partir du moment où on n'a pas de cavitation, on peut simplement, avec un scellement de sillon à visée thérapeutique, enfermer les bactéries, en quelque sorte, ce qui empêche en fait, l'apport des nutriments aux bactéries et ce qui empêche leur croissance. Et même les résultats des études, donc à 3 ou 5 ans, montrent qu'on a une réduction de la charge bactérienne au niveau de ces lésions. Donc là aussi, ce sont des solutions à minima particulièrement intéressantes aujourd'hui. Le gros challenge, maintenant, d'habitude, je fais des formations de 8 heures sur les MIH, une journée complète. Donc là, c'est les MIH en 8 minutes. D'accord? Donc accrochez-vous, 10 points. Tout d'abord, en haut, donc ce sont les recommandations qu'on a rédigées au niveau international de 2022 sur la prise en charge des MIH. Et en bas, en fait, c'est une étude qu'on a publiée en 2020 qui montrait que les praticiens, les omnipraticiens avaient des difficultés à faire le diagnostic des MIH. Les MIH, ce sont des hypominéralisations molaires incisives. Hein. Bon, je pense que tout le monde est au fait de cela aujourd'hui. Mais 25% des omnipraticiens avaient du mal à accéder au bon diagnostic au niveau de cette étude sur près de 400 praticiens. Chez les orthodontistes, c'était 48%.
Donc, premier point, maîtriser. Donc, on a montré qu'il y avait un constat, qu'il y avait un besoin de formation à ce niveau-là. Pourquoi il y a un besoin de formation? Tout simplement parce qu'on en connaît beaucoup plus sur les MIH que depuis le début des années 2000. Donc, forcément, il y a tout un pan des praticiens qui n'ont pas été informés en formation initiale. Donc, là aussi, voilà, il faut se remettre à jour. Donc, il faut maîtriser les connaissances. Pourquoi également? Parce qu'on va faire face à des parents qui vont poser beaucoup de questions. Et les parents, ils vont arriver au cabinet extrêmement informés par les réseaux sociaux, par Internet, et on sait tous que ce n'est pas forcément la bonne manière d'informer, parce qu'il faut avoir un regard critique et il faut savoir distinguer le vrai du faux. Deuxième point, il y en a 10, Benoît, mais ça va aller vite. Donc, dépister, tout simplement, c'est ce dont nous a parlé Cécile, c'est-à-dire que dès l'âge de 2 ans et demi, en fait, si vous distinguez une hypominéralisation des secondes molaires temporaires, eh bien, sachez que vous avez 5 fois plus de risques d'avoir une MIH lorsque les dents de 6 ans en fait, vont sortir en bouche. Et même sur la dernière étude que j'ai regardée hier, la dernière étude publiée internationale, c'était 10 fois. Voilà. Donc on a véritablement un indicateur avec cette seconde molaire temporaire, mais on peut très bien avoir une MIH sans avoir ce type de lésion. Attention. Troisième point, diagnostiquer précocement. J'insiste de nouveau. Quand vous voyez cette dent-là, il faut agir là, maintenant. Et c'est peut-être un peu trop tard même, hein. On a déjà perdu du tissu. Donc il faut agir avant même que la dent vienne sur l'arcade. Dès l'éruption d'une cuspide qui commence à être atteinte, on va protéger, on va intervenir, on va reminéraliser. Au niveau du diagnostic également, dans la définition des MIH, cette hypominéralisation, donc elle se manifeste par une tache localisée au niveau d'au moins une première molaire permanente, associée ou non à des lésions des incisives. Donc on ne fait jamais le diagnostic par la simple observation des incisives. On va observer les premières molaires permanentes. Je n'ai pas parlé également, très vite, la prévalence, c'est quand même le cœur du sujet. À l'international, on est sur un enfant sur 7 qui est atteint. Et on a publié la seule étude pour l'instant française à l'international. On est en France à un enfant sur 5 dans notre étude sur 846 élèves scolarisés. Lutter contre l'hypersensibilité. Donc ça aussi, pour le mini-praticien, c'est un point clé. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on a cette hypersensibilité et qu'on ne lutte pas contre ça, on va avoir un mauvais contrôle de plaque parce que l'enfant a mal quand il va brosser, donc il ne va pas brosser, et ce sont des zones qui vont se carier extrêmement rapidement. Ce qui ensuite va majorer l'anxiété vis-à-vis des soins au fauteuil, bien que sur ce dernier point, aujourd'hui, les dernières études montrent que voilà, il n'y a pas forcément de consensus aujourd'hui sur le sujet. Au niveau de l'action qu'on peut avoir contre l'hypersensibilité, eh bien on peut reminéraliser. Donc reminéraliser, ça va passer par l'action de vernis fluoré avec un protocole spécifique. Et on peut également utiliser les scellements de sillon qui vont également, là c'est les travaux de Bakes, Catherine Bakes en l'occurrence, vont lutter contre cette hypersensibilité en protégeant la dent. Donc ça peut passer par un scellement de sillon avec une étape supplémentaire par un système adhésif, ou bien dans des cas difficiles, avec une coopération compliquée avec le patient, en technique finger press, mise en place d'un verre ionomère qu'on vient écraser avec un doigt qui est recouvert d'un produit gras au niveau du gant, et on vient retirer latéralement le doigt, et ça permet là de protéger la dent, et ensuite d'avoir une action en fait, de reminéralisation directement au contact de la dent, et c'est également un réservoir en fluor in situ. Cinquième point, renforcer. Renforcer, c'est après tout faire pour lutter contre l'hypersensibilité, il faut tout faire pour lutter contre la perte tissulaire. Madame Cazeneuve l'a dit ce matin, on a un capital dentaire. Donc là, le but, c'est tout mettre en œuvre pour éviter de perdre du tissu. Et là, on se rend la prise en charge facile ensuite. C'est de l'accompagnement. Il n'y a plus de problème. Mais il faut voir les enfants suffisamment tôt. Prévenir. Alors prévenir, c'est simplement, là aussi, intervenir suffisamment tôt pour éviter d'en arriver là. Et pourquoi on en arrive là ? Tout simplement parce que dans les MIH, en fait, on a 6 fois plus de risques d'avoir des lésions carieuses qui vont démarrer au niveau des taches préférentiellement. Donc, ce n'est pas neutre.
quand on a un enfant sur 7 qui est atteint. Intercepter, alors intercepter, c'est-à-dire que voilà, là aussi on peut avoir des patients pas toujours faciles, mais la mise en place d'un matériau, un vérinomère ici de haute viscosité hybride, associé à la pose d'un vernis fluoré dessus, puisqu'on va charger ce vérinomère en fluor et on va avoir un réservoir de fluor in situ au contact de la dent. Ça va être très bénéfique pour notre patient au niveau du suivi. Également, on peut utiliser, et je laisserai le professeur Tasseri développer ça, le silver diamine fluoride, où là, on peut littéralement geler la lésion carieuse. Donc là aussi, c'est de l'interception qui va être hyper intéressante et on a des publications aujourd'hui au niveau d'IMIH, comme ici, où on vient geler la lésion carieuse et ensuite on peut recouvrir par un CVI, c'est une technique SMART, qui donne d'excellents résultats. 8e point, restaurer. Restaurer, là aussi, des choses extrêmement importantes à ce niveau-là qu'il faut mettre en œuvre. Tout d'abord, le protocole d'adhésion. Donc, c'est une publication de l'équipe du professeur Dursin de 2020, où là, on nous explique bien qu'il y a un consensus sur le fait qu'après avoir mis votre etching, en fait, et l'avoir rincé, vous allez déprotéiniser la lésion avec de l'hypochlorite de sodium à 5%, puis vous allez rincer cette hypochlorite de sodium, et ensuite, vous allez mettre en place vos systèmes adhésifs et votre restauration. Et en faisant ça, en fait, vous allez optimiser les forces d'adhésion et vous allez les augmenter significativement. Sinon, ça se décolle comme vous avez pu le voir. Le positionnement des limites, tout simplement pour vous dire qu'il faut éviter de positionner une limite de restauration au niveau d'un émail qui est brun et atteint parce que vous allez avoir des infiltrations secondaires à coup sûr à ce niveau-là et vous allez avoir des échecs de restauration qui sont majorés significativement avec les MIH et là aussi c'est prouvé. Extraire ou pas, ben ça fait le complément de ce matin, c'est-à-dire qu'on peut extraire aujourd'hui des premières molaires permanentes qui sont très atteintes ou qui seraient conservables, mais qu'on va extraire. Pourquoi ? Pour faire repartir notre jeune patient avec des dents neuves. C'est-à-dire que si il dispose d'une 3e molaire qui est en bon état, qui suit une évolution normale, à ce moment-là, on va pouvoir extraire la dent et faire translater en fait la 2e molaire et la 3e molaire, et à l'arrivée, on peut obtenir donc des arcades complètes qui ne sont pas détériorées, et c'est quand même donner et offrir une chance à notre jeune patient. Enfin, je terminerai là-dessus parce que ça me tient à cœur. Également, ne pas passer à côté des souffrances psychologiques. On a énormément d'enfants qui sont adressés parce qu'en fait, ils ne sourient plus. On a les parents qui expliquent qu'il voilà, n'y a plus de sourire. Et c'est notre rôle de faire en sorte, avec une intervention minimale, de venir leur redonner le sourire. C'est extrêmement important parce que si à ces jeunes âges où on construit notre personnalité, on est bloqué par ce genre de problématiques, vous comprenez bien que derrière, ça va poser d'importants problèmes. Je termine. Donc, la prévention, le diagnostic précoce, l'intervention minimale et 2 points, donc lutter contre l'hypersensibilité et tout faire pour éviter de perdre du tissu. Je vous remercie. Qu'est-ce que l'interception ? Puisqu'on est dans le vif du sujet. C'est un petit peu de mal. Voilà. En principe, acte thérapeutique simple. Je dis bien simple pour obtenir une correction partielle ou totale d'une dysmorphie déjà installée ou d'empêcher son aggravation, c'est très important. Ça met, c'est pas instantané le passage. Hein. J'arrive pas. Ah. Voilà, ça arrive. Donc, en principe, dit précoce parce que commencer avant l'établissement de la denture définitive, on est d'accord. Si c'est comme ça, je ne serai pas dans les 8 minutes, cher président. J'y arrive pas. Oui, celui-là. Voilà. Là, bon. Oui, mais en principe, c'est ce que je fais. Mais bon, réduire la sévérité, la complexité des traitements futurs et surtout, importance pour la santé publique en odontologie. Pourquoi ? Pour éviter toujours le surtraitement. Quand agir ? En principe, il y a un âge clé, 6-8 ans, on dit ça, l'éruption des premières dents temporaires, mais jusqu'à 10-11 ans. Donc, il n'y a pas véritablement des limites parce qu'on ne revoit pas les patients forcément toujours à 3, 5 ou 6 ans. On les voit parfois à 10, 11, 12 ans.
Certains signes sont énonciateurs d'un commencement précoce. Bien sûr, on doit cibler le moment idéal pour intervenir. La notion de croissance est le maître mot dans les thérapeutiques orthopédiques. Nous avons des indicateurs tels que la radio de la main, qu'il faut complètement oublier maintenant, parce qu'on s'est aperçu qu'en faisant une radio de la main droite et gauche, on n'avait pas le même stade d'ossification pour la même personne. Donc c'est un petit peu délicat, dire que d'un côté il a 9 ans, de l'autre côté il a 11 ans. Par contre, ici, révélateur au niveau des cervicales, avec le stade de Bacchetti, les signes que sont bien sûr la ménarque pour les femmes, que sont la taille, que sont bien sûr les caractères sexuels secondaires, de façon à cibler l'enfant au mieux. On avait une courbe de Bjork, mais on s'est aperçu que la courbe de Tanner est bien plus précise, ce qui fait qu'on a un pré-pic aux alentours de 8 ans. La première des fonctions à regarder, c'est la ventilation. Voilà tous les signes d'un ventilateur oral, c'est-à-dire les cernes sous les yeux, l'incompétence labiale ou l'hypercontraction à droite. Si vous avez un enfant qui transpire, qui a besoin d'un verre d'eau quand il va se coucher, qui a la bouche sèche au réveil, qui bouge dans son lit, qui a des cernes sous les yeux, écoutez, là, c'est le moment. Et si, dans la salle, vous êtes comme ça, c'est le moment de diagnostiquer. D'accord, je vous rassure, j'en vois quelques-uns ici. OK. Rappelez-vous que la ventilation est là pour réchauffer l'air, filtrer l'air et bien sûr aussi avoir une fonction au niveau des muqueuses nasales que peu de personnes connaissent, c'est la fabrication de monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote est un système qui est anti-bactéries, antivirus et qui en plus dilatateur des bronches. Donc le fait de ventiler par le nez permet forcément de mieux respirer et de ne pas avoir cette notion d'ouverture buccale nécessaire à la survie. La déglutition, tout un chacun est à même de diagnostiquer ça. OK. Assujetti à la ventilation. N'essayez pas de régler un problème de déglutition. Si la ventilation n'est pas au rendez-vous, ça sera un échec. Là, pareil, la fonction. Comment cet enfant sert-il avec une latérodéviation gauche? J'étudie son chemin de fermeture et je vois qu'il y a un point d'interférence, une prématurité qui va être au niveau de 63. Comment la régler? Ça peut être un simple meulage, ça peut être de l'expansion, ça peut être de la rouverture, plein de choses. Donc, notion de diagnostic est essentielle. Les signes d'alerte, bien sûr, c'est les anomalies d'éruption. Nécessité d'une panoramique le plus tôt possible. Le comptage se fait grâce à ça. Sans ça, vous avez parfois des dents temporaires qui restent en place. Et bien sûr, le diagnostic après un trauma, parfois pas tout à fait évident, mais au travers d'un retard d'éruption est dû à, par exemple, des dents surnuméraires ou autre chose. Donc, la nécessité d'une radio panoramique le plus tôt possible. Voilà un enfant vu à la clinique. On a des moyens, vous voyez, actuels. C'est invasif, certes, mais c'est nécessaire. Trauma, non-évolution des incisives. Qu'est-ce qu'on a mis comme dispositif? Une mini-plaque qui est positionnée dans la région mentonnière avec un dégagement de la 21, un système de traction, et on se sert de cette mini-plaque pour tracter. Donc, c'est des moyens novateurs, mais qu'il faut connaître et mettre en œuvre pour arriver à un résultat. Donc, regardez son sourire avant-après, et comme le disait Patrick, notion aussi d'intégration sociale. Cet enfant vit différemment maintenant. Autre cas aussi, l'erreur des chirurgiens dentistes parfois, c'est la sous-estimation d'une problématique initiale. Le patient consulte comme ça. Regardez les radios de 2019. Non-évolution des 11, 12 et 13. Un gros paquet. Mais la 21 est déjà en place ainsi que la 22. Pourquoi attendre? La personne attend. 2 ans après, regardez ce qui se passe. Inflammation du sac ici. Toujours rien fait. Alors que l'attitude, c'était d'extraire les dents. Et nous, on récupère l'enfant en 2023. Vous imaginez 4 ans d'attente pour mettre en œuvre au travers d'un 3D, image essentielle pour évaluer la mécanique à mettre en œuvre, la nécessité, bien sûr, de tracter avec les moyens que sont ceux que j'ai développés préalablement, mini-plaque et dégagement et fil de traction. Voilà. Signe d'alerte, les suspicions d'agénésie. 2 dents retenues, toujours la radio panoramique. Rien n'est anodin sur cette radio. Et parfois, vous êtes confronté à des décisions précoces pour les agénésies. Extraire ou pas la dent contralatérale présente. On peut extraire une 22 quand la 12 est absente. On a de beaux résultats. C'est un traitement de substitution des canines, des latérales par les canines. Qui peut savoir qu'il y a 2 canines? Si on regarde, oui, mais dans l'intégration globale, non. Donc, il y a des solutions précoces à mettre en œuvre. Les DDA, parfois, aucun signe. Ici, on a l'impression que c'est une 14. Je voulais marquer que c'était une 13. On a un manque de place qui est énorme. Ne pas hésiter à extraire les dents définitives. Il n'y a pas de technique moderne qui évite les extractions. C'est faux. On ne peut pas entendre ce genre de message en 2024 en disant on ne doit pas extraire.
On doit extraire dans certains cas, ça n'appauvrit pas le profil, c'est une question de maîtrise de la mécanique. Et là, une simple radio est insuffisante pour évaluer la situation de cette 13, et le 3D nous montre que quoi ? Qu'il y a peut-être une résorption importante de la 12, et quand la dent a été extraite, évidemment, il y avait non seulement la 12 qui était résorbée, mais aussi la 22, et c'est un traitement, il y a eu extraction des 12 et 22. Donc on doit identifier dans les 3 dimensions de l'espace. Vous ne connaissez pas la TVA, vous n'êtes pas assujetti, mais pensez TVA, transversale, verticale et antéro-postérieure. Le transversal, les occlusions inversées, que ce soit l'endoalvéolie avec une plaque de Halley ou, je dirais, un quadhélix. Là, pareil, maîtrise de l'outil. On ne met pas la même chose. À gauche, c'est l'observant, ça peut être enlevé. Il y a un problème aussi d'impact au niveau du palais, puisque la langue, en gros, est gênée par la mise en situation. À droite, c'est un quadhélix, mécanique plus précise, plus délicate, mais très efficace. Quand ce sont des cas d'endognathie, c'est un autre dispositif. On met à ce moment-là des disjoncteurs pour obtenir l'écartement au niveau osseux. Donc, on n'a pas un seul outil, on a une question de diagnostic. L'outil est approprié au diagnostic, toujours, toujours, toujours. La chose la plus importante, c'est la suivante. La déviation des milieux. Dès qu'il y a un signe cutané d'une déviation, voilà, de cette demoiselle sur la gauche, son point menton, regardez toujours en position de repos pour savoir si cette déviation est réductible. Ça pourrait être sans ça une latérognathie, bien sûr, redevable d'une chirurgie. Ça s'est arrêté. Voilà. La dimension verticale, les supraocclusions, les morsures palatines peuvent être réglées avec ces dispositifs-là, des plaques palatines rétro-incisives, avec des EF aussi. La morsure palatine est parfois un signe de consultation de la part de l'enfant et donc des parents, ou des taquets de ce type-là. L'infraocclusion, elle, bien sûr, à l'origine, je dirais, c'est la déglutition, la plupart du temps, une succion non nutritive, ici, qui est réglée par la motivation, une grille anti-pouce, ce que vous voulez. À partir du moment où c'est réglé, ça se résout quasiment seul, à condition, bien sûr, que la ventilation soit au rendez-vous. Et enfin, la dimension antéro-postérieure, les inversés d'occlusion sont à corriger le plus tôt possible, avec des dispositifs simples, une plaque de Halley, des ressorts pour pousser, un résultat qui ne donne peut-être pas l'alignement parfait, mais qui donne des conditions au développement global de l'arcade. Ne recherchez parfois pas l'esthétique pour des âges si jeunes. Enfin, l'orthopédie dans les cas sévères de classe 2, plus ou moins sévères. C'est évident que cette dysfonction labiale avec la mise en charge des incimes maxillaires par la lèvre inférieure est un problème et qu'il faut mettre des dispositifs orthopédiques de façon à obtenir quelque chose de plus harmonieux avec une compétence labiale. Mais dans certains cas de figure, la dysmorphie est tellement sévère qu'il faut penser à autre chose. Et ce autre chose, dans le cas présent, cette demoiselle début. Alors, je l'ai mis exprès en couleur parce qu'en principe, on doit voir des traces d'œdème léger. La voilà en fin de traitement, différentes étapes de sa vie orthodontique. Et voilà à gauche comme elle a été opérée en cours de croissance. On appelait avant ça des chirurgies précoces. Maintenant, ce sont des chirurgies dites en cours de croissance à 13 ans. Donc, on opère précocement. Et ne me dites pas, on opère tôt, mais il y a encore de la croissance résiduelle. C'est un faux problème. Il y a une croissance qui est différente. Vous réorientez le patient sur une voie qui est la croissance équilibrée. Il continuera de grandir, mais sans la dysmorphie initiale et sans le cadre dysmorpho-dysfonctionnel. C'est ça qu'il faut voir. Donc ne dites pas, si c'est opéré tôt, ça va récidiver. C'est faux. Voilà les modifications apportées par la chirurgie orthognathique qui n'auraient jamais pu être obtenues par de l'orthopédie. Donc, quel plan adopter? Diagnostic précis. Ceux qui font de l'orthodontie, qui sont omnipraticiens, je le veux, je l'entends, je peux le comprendre, mais il faut avoir les mêmes règles que les copains spécialistes, c'est-à-dire du diagnostic, des éléments cliniques nécessaires, radiologiques, automatiquement numériques si possible. Adopter les bons dispositifs orthopédiques ou parfois le report. Ce n'est pas forcément intelligent de commencer trop tôt si le cadre familial n'y souscrit pas. Pensez contention de cette première phase. Qu'est-ce qui va se passer quand j'arrête un traitement à 8 ans jusqu'à l'établissement de la denture adulte? Est-ce que ça va récidiver? Possible. Donc, on doit avoir une approche personnalisée. On doit avoir en principe une réduction au travers de cette première phase des traitements lourds. Donc, dire aux parents que cette phase n'est pas un réglage total de la dysmorphie, mais une première étape, il y en aura peut-être une seconde.
En principe, on va avoir une amélioration fonctionnelle, pas tout le temps esthétique. Ne mettez pas en avant l'esthétique d'un traitement, c'est une erreur. Enfin, toujours de l'éducation préventive au niveau fonctionnel. Donc, dans les vœux pieux, c'était l'interception, détecter et traiter précocement les malocclusions, nécessite un diagnostic précis, donc une question d'étiologie. Objectif 2, réduire sévérité et complexité des traitements futurs, nécessite différents outils, ce qui est une évidence pour moi. Et enfin, importance pour la santé publique, c'était nécessite des temps de traitement contrôlés. On ne peut pas mettre un éducateur fonctionnel pendant 4 ans. Ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Voilà.